Si tu as un pourquoi très très fort, tu vas toujours y arriver, tu vas toujours trouver une solution. Tu vas aller du point A au point B, si tu veux vraiment aller au point B, tu vas trouver une solution. À pied, en bus, en voiture, prends l'avion, fais du covoiturage. Est-ce que tes parents t'ont aidé financièrement pour l'acquisition que tu as faite? Non, absolument pas. Est-ce que quand tu es arrivé ici au Canada, tu avais 22 ans, tu n'avais pas l'argent de la mise de fonds? Non. Tu avais combien de sous environ? 10-12 000 $. En France, tu es milliardaire, c'est un crime. Arrête! Je viens d'un pays où à la base on taxait les gens qui gagnaient très bien leur vie jusqu'à 75% rien qu'en impôt sur le revenu. On est le pays le plus taxé dans le monde. Plus que le Canada? Quand je suis arrivé ici, que je voyais les Québécois, les Canadiens se plaindre des impôts ici, je rigolais. Honnêtement, je rigolais. Oh ouais. Ça me fait rire. Ouais. Chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. Ouais. La personne qui est née dans la bourgeoisie, qui est née sans avoir manqué quoi que ce soit, il n'aura pas la faim, l'envie et la niaque qu'aura la personne qui vient de Montréal-Nord. Indirectement, ça a été dur pour lui, mais il a quelque chose en lui que la personne aisée, née dans une famille aisée, n'aura jamais. Ça, c'est un avantage pour lui. Exact. Que l'autre n'a pas, entre guillemets, la chance d'avoir. Et inversement, l'autre a du confort que l'autre n'a pas la chance d'avoir. C'est prouvé statistiquement que les familles fortunées, à la deuxième, même des fois à la première, deuxième génération, ils se cassent la gueule puis il n'y a plus d'argent. Exactement. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Un gros merci, Romain, d'être venu sur ma chaîne YouTube Avec pour plaisir. venir parler de ton investissement, de ton acquisition. Puis pourquoi je te félicite, puis je te remercie, c'est parce que le commun des mortels, la majorité de mes clients, quand je leur demande, quand ils ont un beau parcours ou qu'ils ont fait une acquisition intéressante, un coup de circuit intéressant, souvent la majorité sont gênés de venir sur un podcast. C'est dommage en vrai, mais... Je sais, Ah, parce ouais. qu'ils auraient l'opportunité de partager leur parcours, leurs connaissances, leurs échecs. Puis souvent, qu'est-ce qui est le fun de personnes comme toi dans ta situation, c'est que il y a beaucoup de monde dans l'audience qui ont l'opportunité de nous écouter, mais qui vont relate aussi, qui vont se dire « Ah, mais tu sais, il me fait penser à moi ». Ou « Tu sais, je suis dans cette même situation-là, puis cette personne-là a pu le faire. » Ben d'abord, moi aussi, ça me donne le courage de le faire. Fait que c'est pour ça que je te félicite là, d'être venu puis de venir prendre le temps de nous partager ton parcours. Non, ouais, en effet, je pense que c'est vraiment une très bonne chose et que réellement, ça permettrait de voir aussi que l'investissement immobilier, tu sais, c'est pas forcément réservé aux grandes institutions, tu sais, aux grands promoteurs, à ceux qui ont 200, 300 portes. Et tu sais, quelqu'un comme moi qui a un job de 9 à 5, quelqu'un qui travaille, qui a une carrière, qui a d'autres projets aussi en dehors de l'immobilier, tu sais, En plus, ben, il est totalement possible de faire ça, tu sais, on the side, tu vois. exact. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui peut se permettre de s'identifier. Tu sais, on a tous des situations, on s'identifie tout ça forcément des gens de manière différente. Et je pense que, tu sais, entre guillemets, je suis ce qu'il y a de plus commun des mortels. Et, Exact. non, oui, je pense que c'est quelque chose qui peut être accessible à tous, ouais, en effet. Super. Fait que, juste pour expliquer un petit peu ton backstory, t'as quel âge? J'ai 26 ans. T'es de quelle origine? Je suis français. Ça fait combien de temps que t'es venu au Canada, à Montréal? Ça va faire pratiquement 4 ans que je suis ici au Canada, ouais. Question pour toi, est-ce que t'es venu et t'avais $0 comme un immigrant typique ou t'avais un petit peu de moyens? T'avais-tu un background en immobilier? Alors, je suis venu ici au Canada, je venais de finir mes études en fait. OK. Et je voulais pas rester en France, et plus Ben, communément en Europe. C'est vrai parce que si ça fait 4 ans, t'avais 22 ans? Exact. Ben oui. Je venais d'avoir ma maîtrise en fait. OK. Et aussitôt que j'ai eu ma maîtrise, quelques mois après, je crois que j'ai été diplômé en juillet et en septembre ou en octobre, j'étais ici, quoi. Et j'ai commencé ma première job. Donc j'avais comme projet, en fait, je voulais pas rester en France ou en Europe. J'avais eu un peu comme, tu sais, cette vision nord-américaine, c'est everything is possible, c'est un peu American Dream. J'aime ça. Donc tu sais, j'ai toujours voulu venir ici en Amérique du Nord pour les possibilités d'évolution, les opportunités, tout ce genre de choses. Je trouve que dans mon pays d'origine, il y a pas mal de plafonds de verre. On est le pays le plus taxé du monde. On a une très grosse administration. Tout prend beaucoup de temps, tu sais. Donc, voilà, j'ai voulu vraiment sortir aussi de ma zone de confort. Et, tu sais, entre guillemets, tenter. Je pense que vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. 100%. Et donc, l'Amérique du Nord m'a toujours tenté. Et oui, dès que j'ai fini mes études, je suis venu, en fait, ici, ouais. La question qui tue, est-ce que t'avais de la famille, de l'entourage, des amis ici? Alors oui, j'ai ma sœur qui est ici. OK, au moins. Qui est ici depuis 15 ans, à peu près. À Montréal ou... Alors avant, elle était à Val-d'Or, dans le Nord. OK. Et ça fait
peu près 4-5 ans qu'elle doit être dans la région du Grand Montréal. OK. Et elle travaille à Longueuil. Et alors, à la base, c'était pas du tout spécialement pour elle. Entre guillemets, j'ai lié l'utile et l'agréable. J'ai voulu développer ma carrière professionnelle, vivre l'expatriation, découvrir des tonnes de choses. Et si au passage, je pouvais avoir ma sœur auprès de moi, entre guillemets... oui. C'est vraiment super, quoi. Non, je te posais la question parce que j'ai beaucoup d'immigrants que je connais que quand ils sont arrivés ici, justement, leur famille la plus proche était à un océan dans un autre continent. Mais même là encore, oui, tu as ta sœur, mais on s'entend, ta sœur, il y a une certaine limite à qu'est-ce qu'elle peut faire pour t'aider ou contribuer ou te supporter si jamais il arrive quoi que ce soit, là. Exact. Après, ma sœur a aussi, entre guillemets, sa vie à côté. En plus. Elle a sa famille. En plus. On a tous les deux nos carrières, on a des projets différents, donc ma sœur et moi, on est quand même assez proches, mais c'est vrai que, entre guillemets, je suis arrivé ici au Canada, j'avais tout à faire, entre guillemets, que ce soit dans ma carrière, que ce soit dans mes investissements, dans mes projets divers et variés, dans toutes sortes de choses, en fait. Personne ne m'attendait, quoi, j'ai envie de te dire. En plus, exact, là. Fait que c'est pour ça que, d'une manière ou d'une autre, oui, tu avais ta sœur, mais c'est comme tu le dis, tu es arrivé ici et puis tu étais quand même livré à toi-même, là. Ah, totalement. Tu commences from scratch, quoi. Voilà. Exactement. Puis quand, en arrivant from scratch, t'es-tu allé en colocation? T'es-tu pris un appartement? T'avais-tu déjà ton job? Comment ça s'est passé? Alors, moi, j'ai... Demande spéciale. Je suis à la recherche d'opportunités. Oui, si vous avez une propriété qui est difficile à vendre ou qu'elle a un problème, une irrégularité, quelque chose qui fait en sorte que même les banques ne veulent pas la financer ou que vous êtes pris avec cette propriété-là entre les mains, j'ai peut-être la solution pour vous. Pour en savoir plus, cliquez le lien plus bas pour que je puisse voir comment je peux vous aider avec cette situation-là. Quand j'étais encore en études, j'ai cherché mon premier job ici au Canada. Et donc, quand tu dis ton premier job, ça veut dire que tu n'avais jamais travaillé en France? J'ai travaillé en France, mais dans ce qu'on appelle en fait une alternance, et c'est quand tu travailles en même temps que tes études, dans le cadre de tes études. OK. Voilà. Mais j'ai jamais réellement travaillé, c'est comme de manière permanente, quoi. Temps plein. Voilà. J'ai fait mes études à 22 ans, j'ai jamais eu de temps plein, quoi que ce soit. Donc c'est ma première job réellement de carrière, si je puis dire. Ici. Je l'ai commencé ici. Wow. Je l'ai trouvé à distance. Je suis arrivé. Je suis arrivé en sortant de l'aéroport à 23h et le lendemain à 8h, il fallait être au bureau. Arrête de niaiser. Ça a commencé sacrément violemment, si je puis dire. OK. Donc oui, non, vraiment, de suite, j'ai été dans le dur. Puis j'avais pas d'appartement à proprement parler. J'avais pris un Airbnb pour 2 semaines. OK. J'avais préouvert mon compte bancaire à distance, mais il fallait que je finalise, on va dire, sur place. Ben oui. Mais c'est tout. Wow. Donc, à peine arrivé, je commence à travailler dès le lendemain matin. Il fallait que je finalise mes ouvertures de compte bancaire, mon NAS, mon numéro d'assurance sociale, trouver un logement parce que j'avais que 2 semaines de Airbnb. C'est donc les 2 premiers mois, je veux dire, ça a été quelque chose d'assez... Tout en t'assimilant, on va dire, aux nouvelles règles, aux nouvelles lois, aux nouvelles coutumes, cultures, le langage, les expressions, tu sais, genre... Quand tu arrives en tant qu'expatrié, il y a beaucoup de choses qui arrivent d'un seul coup. En même temps. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Wow. Puis, qu'est-ce qui t'a amené vers l'immobilier ou qu'est-ce qui t'a attiré vers l'immobilier? Mais depuis toujours, moi déjà, de base, je suis quelqu'un qui m'intéresse à énormément de choses. J'ai jamais été trop focus sur une chose, même si quand je m'intéresse à quelque chose, je m'intéresse toujours à fond. Tu vois. Mais je me suis toujours intéressé à des tonnes de choses, à la bourse, à la crypto, au voyage, peu importe, toutes sortes de choses diverses et variées. Et l'immobilier, le côté entrepreneuriat, gestion de projet, construction de capital, ça lie à la fois mes ambitions financières, de liberté financière, mes ambitions à la fois de développement de compétences, tu vois. Donc ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi. Et je me suis toujours intéressé de base. Et même quand mes parents ont acheté leur maison, etc., quand j'étais petit, j'aimais bien visiter avec eux. Tu vois. Ah ouais? Je faisais des visites avec eux, j'étais chez le notaire avec eux, même si quand t'es enfant, tu comprends rien de ce qui se passe réellement. Mais j'ai toujours été un peu intéressé, attiré par les choses. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai toujours été comme ça, peu importe où j'allais. Même si j'allais plus jamais utiliser cette chose-là, j'étais curieux de savoir comment ça fonctionnait. Tu vois. Donc l'immobilier, de base, j'ai toujours été, entre guillemets, j'ai pas baigné dedans, mais j'ai toujours eu des choses connexes avec ça. Et oui, donc je savais que c'était quelque chose que je voulais développer, mais j'ai compris très très vite qu'il fallait de la liquidité, un minimum de liquidité de base. 100%. Quand tu fais des travaux, c'est toujours en miettes de l'art. 100%. La mise de fonds, l'apport. Le notaire, tout ce genre de choses, les taxes de bienvenue, toutes ces choses, c'est tout de suite des milliers de dollars. C'est pas comme en bourse où tu peux investir $50 par mois. C'est vrai. Petit à petit, Là, c'est vraiment quelque chose où
quand même, on dit toujours que l'immobilier, c'est un accélérateur de richesse, il faut quand même un minimum. 100%. Voilà. Et il ne faut pas non plus trop vendre du rêve aux gens en disant « Ah, vous n'avez aucun sou, vous allez voir les banques et terminé. » Oui et non. Exact. C'est voilà. bien dit. En effet, tu peux lever facilement de la dette, mais en même temps, parallèlement à ça, il faut toujours du cash pour payer des avances, des travaux. Tu sais, tes entrepreneurs, ils ne vont pas travailler sans avoir une avance. Tout à fait. Tu sais, Tout quand à tu as fait. $50 000 de travaux et qui te dit « Moi, il me faut minimum 10 000 pour commencer. » Tu sais, on s'entend que le pré-réno, il paye sur facture. En plus. Tu vois, donc il faut quand même avancer, tu vois, le notaire, tout ce genre de choses. Donc j'ai compris qu'il fallait du capital et je me suis dit, on va commencer à développer d'autres choses. C'est la bourse, parce qu'on peut commencer sans forcément trop de capital. C'est plein de choses petit à petit. Prendre de l'expérience avec le monde de l'investissement, prendre de l'expérience petit à petit à avoir une régularité, à faire un budget, à investir, à suivre ses résultats, à pas paniquer en période de faiblesse, pas trop s'affoler quand les plafonds arrivent, tu vois, quand on arrive vraiment dans le top des prix. C'est vraiment apprendre à agir comme un robot, comme un investisseur. On met ses émotions de côté. Tout à fait. Et on va plus utiliser son cerveau, tu vois ce que je veux dire? 100%. Et donc, j'ai dit, je vais construire ça petit à petit, monter, entre guillemets, mon capital, ma valeur à travers la bourse, plein d'autres choses. Et puis, quand je vais commencer à avoir un certain volume d'argent, un certain capital, là, je pourrais me lancer dans l'immobilier. Et j'utilise ce temps que j'ai pris pour me construire ce capital pour m'instruire. OK. Donc, ça peut être du contenu, ça peut être des livres, ça peut être tout, tu sais, la connaissance. À l'heure actuelle, elle est accessible partout, tu sais. 100%. Donc, je me suis dit, je vais petit à petit évoluer dans mon petit parcours d'investisseur à travers différents types d'investissements. Et parallèlement à ça, ce que je ne fais pas encore comme l'immobilier, j'ai du temps libre pour emmagasiner de la connaissance pour que quand je me lancerai, tu sais, je ne sois pas dans le grand bain, sans brassard, sans savoir nager, tu vois. Exact. Voilà. Question pour toi. Est-ce que tes parents t'ont aidé financièrement pour l'acquisition que tu as faite? Non, absolument pas. Parfait. Non. Puis, tu as quand même 26 ans, c'est quand même jeune. Tu as une très bonne carrière. Tu travailles dans quoi? Je travaille dans la finance. Avant, j'étais dans le conseil. Et désormais, je suis passé dans une entreprise de transport maritime international. Parfait. Fait que ça n'a aucun lien avec l'immobilier. Ça n'a aucun lien avec l'immobilier. Est-ce que ta famille, ton entourage sont des investisseurs immobiliers? Ils ont un parc immobilier? Ils ont, à part leur maison? Non, c'est ça. Ils ont toujours fait de l'immobilier dans le sens où, comme la plupart des gens, 95% des gens, c'est sa résidence principale. À la fois, c'est quelque chose qui réconforte, mais à la fois, les générations de nos parents ou de nos grands-parents, c'était vraiment ça pour eux, comment tu construisais l'immobilier. OK. C'était pas avec un gros volume puis de bâtir un parc. Exact, voilà. Et puis, donc, ils ont toujours été dans le but de faire la meilleure transaction, de vraiment créer la plus-value, etc., mais sur une résidence principale. Avec les moyens qu'ils avaient. Avec les moyens qu'ils avaient. 100%. Mais ils n'ont jamais été dans l'optique de on va construire un parc immobilier locatif. J'adore. On va capitaliser sur notre résidence principale pour avoir de meilleures résidences principales, step by step, au fur et à mesure, et de dégager une plus-value, bien sûr, à la revente. Puis aussi pour sécuriser un style de vie aussi pour la famille. C'est vraiment des générations qui sont vraiment très dans le... Conservateur, on se rassure. Mais je trouve que pour des Français, entre guillemets, mes parents sont très éduqués financièrement. Parce que, en France, l'éducation financière, elle est proche de zéro. OK. C'est vrai qu'on n'est pas comme vous aux États-Unis, au Canada, vraiment, où on apprend entre guillemets, on pousse les gens à se lancer rapidement. L'échec ici, il n'est pas forcément mal vu comme en France. Okay. En France, c'est vraiment l'échec, on peut le vivre très très mal. Ici, on va te dire, tant mieux, tu vas pouvoir faire mieux pour la prochaine fois, tu vois. Donc, ils ont quand même une éducation, je dirais, financière qui est plus élevée que pour des Français. Okay. Mais ça reste quand même une éducation financière qui est assez, j'ai envie de te dire, basique. On capitalise sur notre quotidien, etc. Mes parents, la bourse, pour eux, c'est des chiffres, ça vole dans tous les sens. C'est un peu le loup de Wall Street où il faut vite appuyer sur des boutons. Quand tu dis j'investis en bourse, pour eux, tu passes 12 heures par jour à faire ça. Tu vois, donc c'est vraiment très fondé sur des clichés. Tu vois, je comprends. Voilà. Et juste en passant, si vous êtes quelqu'un qui recherche des opportunités, si vous désirez embarquer dans l'immobilier, si vous voulez faire votre première acquisition, investir, grossir votre parc immobilier, si vous êtes quelqu'un que vous avez des revenus, mais vous n'avez pas le temps ni l'expertise pour pouvoir structurer des projets, j'ai la solution pour vous. Cliquez le lien pour le bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une consultation et qu'on regarde comment je peux vous aider à vous partir
à avoir de l'immobilier dans votre portfolio, à faire votre première acquisition, à grossir votre parc immobilier ou même à aller chercher une vraie formation qui va vous permettre de scale dans le monde de l'immobilier. Super. Puis, pourquoi je te posais ces questions-là, c'est juste pour savoir, est-ce que quand tu es arrivé ici au Canada, tu avais 22 ans, tu n'avais pas l'argent de la mise de fonds? Non. Parfait. Tu avais combien de sous environ de côté? Je pense que j'ai mis de côté l'équivalent de mon alternance quand j'étais en France, donc je devais avoir peut-être 10-12 000 $. Ton alternance. OK, le travail. OK, fait... Le travail que je faisais en même temps de mes études. Oui. Et j'avais à peu près de côté dans les 10-12 000 $, mais tu sais, sachant que tu arrives ici, il faut prendre un logement, tu dois ouvrir tes comptes bancaires, tu dois t'équiper pour l'hiver qui arrive. Oui, en plus. Tu sais, tu dois payer ton billet d'avion. Si tu te prends un appart, peu importe, il faut que tu le meubles. Voilà, le visa qu'il fallait payer, tu sais, genre avoir un petit coussin de sécurité parce que les premiers mois, c'est peut-être comme ton compte ne sera pas encore bien setupé, tu vas recevoir un chèque que tu vas encaisser plus tard. Donc, tu sais, il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir, tu sais, tout ce genre de choses, quoi. Puis surtout, des fois, quand tu arrives, tu as envie un peu découvrir la ville. En plus. Donc, tu sais, j'ai envie de te dire, j'avais un coussin, certes, de 10-12 000 $, etc., mais j'avais pas, tu sais, je suis pas venu avec $1 million de liquidité à proprement parler, quoi. Fait que, parfait. Fait que tu partais de zéro, comme la majorité des gens. C'est quoi tes stratégies pour accumuler la mise de fonds, comme que tu as dit qu'en attendant que tu accumulais un bon montant de mise de fonds, ben, tu te formais. C'était quoi tes stratégies pour accumuler? J'ai commencé un emploi, en fait, et je me suis dit déjà très tôt, peu importe ce que tu veux faire, il faut budgéter. Budgéter ne veut pas dire forcément se priver de tout. Budgéter, c'est juste forecaster tes dépenses. Parfait. Combien j'ai besoin du loyer? Combien j'ai besoin pour ma bouffe, pour ça. Et tu sais, voir quels sont mes objectifs de vie d'un point de vue financier. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup pour vivre? Bon, mais si j'ai besoin de beaucoup pour vivre et que je veux vraiment être, entre guillemets, fat fire, tu sais, on appelle ça, je vais devoir, parallèlement à ça, mettre beaucoup de côté. Parce qu'il faudra un gros capital pour que ça me donne des gros rendements. Tout à fait. Donc, plus tu veux vivre avec une liberté financière importante, plus tu vas devoir budgéter gros, plus tu vas devoir économiser gros. Donc, je savais que moi, déjà, je voulais vraiment, entre guillemets, je ne m'engage pas de vouloir de la prospérité. Nice. Ben oui, on le veut tous d'une certaine façon, là. Exact, tu sais. Ouais, c'est ça. En France, on s'en cache un petit peu, tu sais. Pour vrai. Et en France, c'est très mal vu d'avoir Vous n'allez pas parler que l'indépendance financière, je veux être indépendant. C'est un gros mot. En France, tu es milliardaire, c'est un crime. Arrête. Je viens d'un pays où, à la base, on taxait les gens qui gagnaient très bien leur vie jusqu'à 75% rien qu'en impôt sur le revenu. Wow. On est le pays depuis 2019, le plus taxé dans le monde. Wow. Okay, plus que le Canada? Largement. Moi, quand je suis arrivé ici, que je voyais les Québécois, les Canadiens se plaindre des impôts ici. Ben oui, moi d'ailleurs. Je rigolais. Honnêtement, je rigolais. Oh ouais. Ça me fait rire. Quand vous payez un notaire 2 000 $, par exemple, pour une transaction, bon, nous, on paye 8% du montant d'achat au notaire. Au notaire. Wow. On ne compte pas la taxe foncière, l'habitation, on ne compte pas les impôts sur revenus que tu vas payer sur tes revenus. On ne va pas compter tout ce genre de taxes. On est vraiment sur du basique, tu vois. Donc, la France, on a une fiscalité qui est extrêmement lourde. OK. Voilà. Donc, je savais très bien, pour revenir à ta question, désolé, j'ai oublié la question. C'était quoi ta stratégie pour accumuler ta mise de fonds dans un court laps de temps? C'est ça. Donc, en fait, je savais très bien qu'il fallait mettre de l'argent de côté. J'ai juste dit, combien pour faire tous les projets que je veux, je vais mettre de côté. J'ai dit, bon, peu importe combien je gagne, ça ne sera jamais assez. Donc, partons du principe qu'il faut que je mette le plus possible. OK. On va chasser les gaspillages, on va chasser tout ce qu'il y a. Et on va mettre de l'argent de côté déjà pour faire premièrement un coussin financier. Okay. Ça, c'est la première des bases. La deuxième étape, ça a été, je vais devoir commencer mon parcours d'investisseur en investissant petit à petit. Okay. Donc, j'ai commencé par exemple par la bourse. Okay. Step by step. Tu sais, tu mets $50 par mois, puis 100, puis 200. Puis tu sais, tu deviens de plus en plus à l'aise, tu as beaucoup de connaissances, tu prends l'expérience, tu as appris à gérer tes peurs et tes sentiments. Tu sais, quand tu vois les choses cracher ou les choses exploser, tu apprends à être régulier, à penser vraiment avec la raison et non pas avec les émotions. Et donc après, je suis devenu de plus en plus à l'aise à mettre de plus en plus d'argent jusqu'à mettre plusieurs milliers de dollars tous les mois là-dessus. Et donc, j'ai commencé à constituer un certain portefeuille en investissement. Puis, tu sais, je faisais pareil pour toutes sortes d'investissements. Puis après, quand j'ai su que j'avais, parallèlement à ça, comme je t'ai dit, accumulé de la connaissance pour me lancer dans l'immobilier, je savais que j'allais devoir besoin d'une mise de fonds. Donc, j'ai arrêté d'investir chaque mois en bourse, etc., dans tout ce que je faisais.
et je commençais à mettre l'argent de côté tous les mois. Tu sais, donc, OK. quand tu peux gagner, entre guillemets, des bons salaires, c'est des fois tu peux mettre des 3-4 000 $ de côté. Tout à fait. Parce que parallèlement à ça, moi, mon but, c'était tout simplement, vu que ma source de revenus, c'est mon travail, ben, je vais devoir travailler le plus possible pour augmenter mes revenus. On s'entend que si je fais 10% sur 200 $ d'investissement, c'est bien, je vais prendre un 20 $. Mais tu sais, vaut mieux mettre ses efforts quand tu gagnes 50 000 $ pour les faire passer à 100 000 100%. et avoir un meilleur job, un meilleur salaire. Ça va vraiment plus payer que ton rendement sur tes 200 $ Exact. en bourse, si je puis dire. C'est sûr. Si tu peux faire les deux, tant mieux. Tu vois Ben ce que oui. je veux dire? Ben oui. Mais à choisir, voilà. Donc j'ai dit, je vais me focus sur mon travail pour augmenter le plus possible mes revenus. J'investis petit à petit. Je me forme à l'immobilier. Et puis quand je me lancerai dans l'immobilier, la mise de fonds sera déjà là et j'aurai déjà mes investissements pendant plusieurs années que j'aurai fait, qui seront entre guillemets automatisés dans le sens où j'ai un certain capital qui travaillera automatiquement et que je réinvestirai petit à petit. Tout à fait. Est-ce que tu as suivi des formations ou c'est juste avec du contenu YouTube University? Ouais, c'est ça. Ça peut c'était YouTube University, ça peut c'était aussi beaucoup de livres que j'ai lus. Ma mère, si elle écoute ce podcast, elle va être étonnée, mais je lis beaucoup. Ah ouais? Oui, je lis, je pense, entre 1 et 2 livres par mois. C'est quoi tes 3 livres que tu suggérerais sur l'immobilier? Alors, j'ai pas de livre sur l'immobilier, mais plus sur l'éducation financière de manière générale. C'est sur quoi tes 3 livres? Le premier, déjà, c'est Père riche, Père pauvre. 100%, je m'en doutais. Je pense que c'est... le classique, là, c'est ça. l'incontournable. Exact. Tu sais, je pense que vraiment, quelqu'un qui a 0 éducation financière, il peut lire ce livre et avoir une compréhension vraiment très globale, très élargie et très précise. Puis il est facile à lire, il est facile à digérer comme lecture. Exact. Ouais. Et tu sais, c'est des connaissances que tu vas assimiler facilement parce que tu vas te dire, en fait, ben, c'est évident. C'est juste que, tu sais, on n'est pas formaté pour y penser de manière directe. Mais une fois qu'on y fait penser, on dit, bah oui, mais c'était logique. Tu vois? Et donc, ça a été vraiment le livre que je pense que, tu sais, ça m'a ouvert plein de différentes routes dans le monde de l'investissement immobilier. Voilà, tu sais... la dette, la relation avec l'argent, les opportunités, la gestion du risque. Exact. C'est vraiment plein d'axes qui ont été explorés au sein d'un même livre. Le deuxième, je dirais, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est L'Art du Deal de Donald Trump. Nice. Moi aussi, je l'ai lu. Je l'ai lu dans les années 2000, avant 2010, je me rappelle. The Art of the Deal. Exact. Ouais. Et il a fait 2 éditions en plus de ça. Donc j'ai lu les 2. C'est vrai que je mettrai en 3e, mais je pense que c'est vraiment, là aussi, l'expérience de quelqu'un, entre guillemets, très pragmatique, très terrain. Tu sais, c'est pas un livre très universitaire, très théorique. Tout à fait. C'est comme quand on a été à l'école. Mais tu sais, c'est l'expérience de quelqu'un qui a fonctionné factuellement, tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est devenu milliardaire, président, etc. Et donc, en fait, c'est purement ces expériences de terrain, ces petits tips, mais qu'on se rend compte que maintenant, désormais, ça, c'est vraiment de la valeur. Moi, je me suis rendu compte que pas mal de choses qui étaient apprises là étaient apprises dans les écoles de commerce, notamment en France et en Europe. Et en fait, on ne savait pas, mais pas mal de choses sont, entre guillemets, ses inventions à lui, quoi. En plus. Voilà, ouais. Tu vois. C'est comme, parallèlement à ça, tu vois, je parlais par exemple de Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York. Moi, quand j'étais en école de commerce, on nous apprenait la loi du carreau cassé, en fait. OK. Et on nous apprenait cette loi du carreau cassé, c'est quoi, etc. Brièvement, c'est quoi la loi du carreau cassé? Rudy Giuliani, c'est l'ancien maire de New York, pour faire une brève histoire, qui est connu pour avoir fait baisser de manière spectaculaire la délinquance et la criminalité à New York. OK. Je crois qu'en un an, il a fait 92% de baisse de criminalité. OK. Et en fait, il a créé ce qu'on appelle la loi du carreau cassé, c'est-à-dire, quand tu passes dans une rue, si tu as un carreau qui est cassé, si tu ne changes pas de suite, demain, tu en as un deuxième. Puis après, un troisième. Et ainsi de suite. Tu sais, c'est un peu comme la vaisselle sale à la maison. Tu vois, au début, tu mets 2 fourchettes, tu dis, je l'ai fait plus tard, c'est juste 2 fourchettes. Puis après, tu rajoutes une assiette. Puis après, tu dis, on n'est plus à ça près. Et après, petit à petit, t'as une montagne. C'est une montagne, et tu dis, maintenant, c'est trop sale pour que je le fasse. Et tu laisses tomber, tu vois. Et bien, lui, c'est ce qu'il a fait pour la gestion de la criminalité, en fait, entre guillemets. Donc, il part du principe que, voilà, tu traverses pas sur le passage piéton, en tôle. Tu payes pas le métro, en tôle. Tu réponds aux policiers, en tôle. Tu as de la drogue, des armes, en tôle. Tu dis, voilà. Il niaise même pas avec toi. Là. Exactement. Et en fait, en un an, il a fait baisser plus de 90% la criminalité. Et je me suis rendu compte que cette loi du carreau cassé, tu vois, j'ai jamais su d'où ça venait, en fait, tu vois. Et donc, c'est beaucoup... Et je pense que quand tu lis certains livres et que tu vois
le lien qu'il y a, Mhm. c'est plus facile à assimiler. Parce que c'est quand tu es dans des choses très théoriques, très universitaires, c'est un peu du blabla, tu vois, Ouais. j'ai envie de te dire. Ouais. Et là, tu te rends compte que réellement, ça vient vraiment de quelque chose de concret. Mhm. Tu sais, on nous a donné la définition à l'école, mais réellement, c'est un cas pratique, concret, qui a eu lieu. Et tu sais, ça t'aide vraiment à faire le lien, à tout rassembler, tu vois. Voilà. J'adore. Et je pense que le livre de L'Art du Deal de Donald Trump, c'est un peu ça, en fait. C'est vraiment très terrain, Mhm. mais si on les lit avec nos connaissances universitaires basiques et théoriques, c'est vraiment un super pouvoir qui nous donne, entre guillemets, une vision plus profonde et plus précise de la connaissance de base. 100%. Puis on va en parler tantôt, mais pour finir, pour boucler la boucle avec le livre puis la carrière de Donald Trump, sans compter, on parle pas de la politique, là, Non, mais non, c'est son passé en tant D'investisseur, d'investisseur de business, c'est que, parce que moi j'ai vu son film, il a fait un film, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent qu'il a fait un film, Ok, ouais. mais ils ont fait un film sur lui, puis c'est là que tu réalises à quel point que pour vrai, ok, oui, il vient d'une famille fortunée, par contre, son père ne croyait pas en lui, Totalement. fait qu'il a dû se lancer par lui-même, trouver ses propres projets, lever des capitaux. Le monde pense qu'il y avait plein d'argent puis il a injecté son argent. Non, c'était avec le Puis faut pas levier. croire, quand tu as un nom, c'est encore plus difficile qu'on ne le pense. En Parce que plus, tu as la pression du public, tu sais, Exact. entre guillemets. C'est comme les anciens Barack Obama, il n'avait pas un nom particulier, il s'est fait son nom. Et Mais les filles de effectivement. Barack Obama, elles partent, entre guillemets, avec des caméramans partout autour d'elles, c'est vrai. des paparazzis, de l'attente, parce que c'est les enfants de Barack Obama, tu vois. C'est un peu la même chose avec Donald Trump, qui avait son père, qui était vraiment un entrepreneur. Puis Et- qu'il n'y avait pas une super bonne relation. Là. Le monde ne voulait pas Exact. nécessairement faire qui était affaire connu avec pour son être père. très dur aussi, En de plus, ça, tu vois. exact. Donc, c'est un handicap que, moi, comme j'ai toujours, on dit toujours que les gens qui ont de l'argent partent vraiment avec Une longueur d'avance. une longueur d'avance. Et tu sais, c'est pour ça qu'il faudrait faire la répartition des richesses. Parce que, en fait, si on regarde sur le spectre purement financier, en effet, ils ont une longueur d'avance. Mhm. Mais tu Tout à sais, fait. chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. Tout à fait, exact. La personne qui est née dans la bourgeoisie, par exemple, qui est née sans avoir manqué quoi que ce soit, il n'aura pas la faim, l'envie et la niaque qu'aura la personne qui vient de Montréal-Nord, qui aura Exact. mangé avec les tickets du gouvernement, etc. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Indirectement, ça a été dur pour lui, mais il a quelque chose en lui que la personne aisée, née dans une famille aisée, n'aura jamais. Ça, c'est un avantage pour lui, Exact. que l'autre n'a pas, entre guillemets, la chance d'avoir. Et inversement, l'autre a du confort que l'autre n'a pas la chance d'avoir. Chaque situation, j'ai envie de dire, a ses avantages et ses inconvénients, Tout à fait. et a Les ses propres contrastes. difficultés. Exact. Voilà. Et donc, faut pas penser que parce qu'on est fils d'eux, tu sais, on a aussi des choses qu'on voit pas en background, tu vois ce que je Exact, veux parce dire? qu'il faut, même s'ils ont, comment je pourrais dire, la notoriété de la famille, le nom, mais il faut Exact. quand même qu'ils fassent leurs preuves, là. Exact. Parce que c'est prouvé statistiquement, j'ai vu plusieurs vidéos là-dessus dernièrement, mais c'est prouvé statistiquement que les familles fortunées, à la deuxième, même des fois à la première, deuxième génération, la gueule. ils se cassent la gueule, Ça se puis il casse- n'y a plus d'argent. Exactement. Puis tu sais, entre guillemets, quand tu es tout en haut, tu es toujours une cible. En plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais donner, par exemple, en France, nous on a Bernard Arnault, qui à un moment donné Oh était boy. l'homme le plus riche du monde. Je pense qu'il l'a encore. Mais En tout cas, ouais. il est dans le top, C'est il est dans le ça top se 5. bat. Voilà, Ouais. ça se bat, tu vois. Et en fait, ben, tu sais, on dit toujours, ben, il y a la vie tranquille, etc., parce qu'il était riche. Mais il faut savoir que lui, dans son quotidien, il doit Mhm. toujours surveiller ses arrières. C'est sûr. Tout le monde voudrait se faire Bernard Arnault, Ex- tu vois. Que ce soit les autres entrepreneurs, que ce soit les concurrents, que ce soit les Les hommes politiques. partenaires du monde de sa compagnie, dans la compagnie, Tout le monde veut prendre sa place. c'est sûr. Tu sais, si tu es tout en bas et que tu gênes personne, j'ai envie de te dire, on va jamais trop s'intéresser à toi. Exact. Tu sais. Donc, c'est aussi, entre guillemets, une bonne chose, c'est quand tu subis beaucoup de jalousie, quand on essaie de te créer des problèmes, généralement, c'est que tu es sur le bon chemin, tu vois. Et 100% d'accord. J'aimerais qu'on parle justement de ton acquisition. Ouais. Parce que j'adore ton parcours, j'adore justement le chemin que tu t'es freiné. En plus, tu as un jeune âge, là. C'est même pas comme si tu as 40, 50 ans. Mais c'est cool de voir justement, merci de ta transparence pour démontrer comment n'importe qui peut s'y rendre. Parce que sincèrement, tu n'as pas réinventé la roue. Tu as utilisé des outils qui sont accessibles à tous et tu t'es mis une discipline, une certaine rigueur qu'on a tous en nous, qu'on est capable de tous s'imposer pour pouvoir atteindre ces objectifs qui nous ont amené, qui t'a amené à pouvoir faire ta toute première acquisition. Non, exactement. Je pense que c'est comme tout, c'est une question de volonté. Si tu as un pourquoi très très fort, tu vas toujours y arriver, tu vas toujours trouver une solution, tu sais. Tu vas aller du point A au point B, si tu veux vraiment aller au point B, tu vas trouver une solution. À pied, en bus, en voiture, prends l'avion, fais du covoiturage. 100%. Mais tu vas trouver. Et le pire dans tout ça, là,
OK, on va. Le pire dans tout ça, c'est parce que là, tu es officiellement propriétaire. Oui. Félicitations. Merci. Puis tu n'as même pas de voiture. Tu vois, un exemple simple, j'ai pas d'auto, tu vois. Mais tu vois, tu veux investir dans l'immobilier, il y en a qui vont dire, ah, j'ai pas d'auto. Ah, je connais personne. Tu sais, ah, il faut de la mise de fonds, mais tu sais, je l'aurai jamais. Tu vois. Généralement, il y en a qui vont trouver des excuses pour pas faire les choses, et il y a une autre partie qui vont trouver des raisons pour pouvoir les faire. 100%. Puis je me rappelle quand je t'ai parlé la toute première fois, tu as cédulé ta consultation, tu m'as expliqué ta vision, qu'est-ce que tu voulais réaliser. Puis après ça, je t'ai parlé des visites, puis comment qu'on allait procéder. Puis j'ai remarqué, t'es pas le premier Français, mais souvent les Français qui viennent d'arriver, ils ont pas de voiture. Ils habitent sur le plateau Mont-Royal, puis tout est accessible, tout est proche, donc ils n'ont pas besoin de voiture. Exact. Mais tu m'as dit, mais Chris, j'ai pas de voiture. Je te jure, dans ma tête, j'ai pris 2 minutes pour faire comme, OK, mais... Puis là, j'ai commencé à t'expliquer, ben là, s'il y a des travaux, gérer le chantier, aller sur place, collecter, la gestion. Tu m'as dit, ah ben non, c'est pas... Au pire, je vais me louer une communauto. C'est ça. Déjà, tu avais ta solution à ton problème. Exact. Tu sais, genre, j'avais déjà anticipé la chose de manière... Ça allait être une nécessité. Tu sais, quand tu es vraiment sur ton projet, on va dire, analyse l'ensemble. Qu'est-ce que... Tu sais, je vais peut-être aller pour un bol de toilette, je vais peut-être aller pour des travaux, pour, je sais pas, un paiement de facture, pour un locataire à accueillir ou à faire visiter. Donc, tu sais, quelqu'un qui est vraiment intéressé par son projet, il sait d'avance, entre guillemets, en théorie, ce qu'il a à faire. Il y a toujours des imprévus. Tout à fait. Mais tu sais à peu près à quoi t'attendre. Puis pourquoi tu t'es pas acheté une voiture? C'est-tu parce que tu n'en as pas besoin dans le quotidien? Est-ce que c'était pour ne pas affecter tes ratios d'endettement ou est-ce que c'est pour accumuler plus d'argent? Alors, c'est pour toutes ces choses-là à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, je vis et travaille sur l'île de Montréal. OK. Donc, tu sais, que ce soit, je sais ça comme ça, faire mon épicerie, aller travailler, sortir avec mes amis, tout ce genre de choses, tu sais, je le fais à peu près à Montréal. Pour quand je sors de Montréal, pareil, on n'a pas d'auto, on prend des communautos et c'est très pratique. Voilà. La deuxième des choses, c'est pas faire mes ratios d'endettement aussi. J'avais pas envie de faire un prêt pour prendre, tu sais, m'endetter pour financer un passif. À partir de là, tu sais, moi, ça s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? J'aime ça. Moi, je lève de la dette pour gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai toujours été là à... dans ma tête, à toujours vouloir optimiser la moindre dépense, le moindre effort. Donc, c'est-à-dire que les $50 que je vais pas mettre dans l'essence tous les mois, c'est $50 que je vais pouvoir mettre là. Tout à fait. Tout à fait. La dette que je vais pas lever là, c'est à la fois du ratio d'endettement que je vais pouvoir avoir pour mon bien immobilier. Tu vois? 100%. Le parking que je vais pas payer à $3 la journée, tu sais, mais bout à bout, tu vois, c'est tout ce genre de choses. Donc, je suis toujours dans le but d'optimiser au maximum. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en faisant mon ratio d'utilisation, ben, je me suis dit, en fait, même si je prends une communauté même à 100 ou $150, tu sais, je prends une communauté une fois dans le mois maximum, ça reviendra moins cher que de prendre une auto, par exemple. Ben oui. Tu vois? L'assurance, les frais, l'entretien. Et tout ce que je fais, moi, de manière générale, ça toujours dans un but d'optimisation. Il faut qu'il y ait un but. Il y a toujours une réflexion derrière. Je comprends. C'est tout bête, hein, des fois, mais j'ai quelque chose à acheter. J'avais du cash une fois sur moi. Je dis, je prends ma carte de crédit. J'ai 4% de cashback. Ça peut prêter à sourire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais c'est toujours, c'est juste l'optique, que ce soit pour $1000, pour 10 000 ou pour $5. C'est toujours dans l'optique de, on optimise au maximum. Tu vois? That's it. Ouais. J'aime ce mindset-là. Puis, rapidement, qu'est-ce qui t'a amené vers moi? Qu'est-ce qui t'a fait m'appeler, me contacter? Puis comment t'es tombé sur moi? Alors, en fait, la chose qu'il y a, tu sais, je me suis pas mal quand même instruit sur l'immobilier de manière générale. Et puis, je me suis rendu compte que quoi que tu veux entreprendre, que ce soit dans l'entrepreneuriat, l'investissement divers, n'importe quoi dans ta vie, il faut toujours un entourage. Tout à fait. Okay. Donc, je savais de suite que, OK, tu vas te faire dans l'immobilier, déjà, il va te falloir un courtier. OK. Tu vas te falloir aussi un notaire. Est-ce que tu comptes faire les travaux? Bon, c'est potentiellement un entrepreneur, un partenaire là-dessus, tu vois. Un banquier ou un courtier hypothécaire aussi pour tes financements. Donc, je savais que j'avais tout un écosystème à construire, déjà par la base. Et on s'entend, tu sais, je ne suis pas Bill Gates, tu sais, je ne peux pas me trouver le meilleur banquier du monde, toutes ce genre de choses, tu sais, je ne vais pas avoir Rothschild, ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, en fait, je me suis dit, il faut toujours trouver des partenaires en lien avec ta réalité. Et je me suis rendu compte qu'en m'informant sur YouTube et en voyant tes vidéos, parce que tu es quand même l'un qui fait le plus de vidéos sur l'immobilier au Québec, je me suis rendu compte que ouais, je suis un peu dans mon spectre de français, mais ici, les choses sont beaucoup plus accessibles et les gens sont beaucoup plus ouverts. Et en fait, réellement parlant, le niveau de connaissance qu'il
qui peut m'apporter à moi est quand même assez démentiel. J'ai jamais acheté un bien immobilier. C'est sûr. Tu sais, tout ce genre-là, tu avais 14-15 ans d'expérience dans l'immobilier. Donc, je me suis dit, tu sais, genre, ça, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir vraiment m'apporter des choses et qui, je pense, être un profil intéressant pour lui aussi. Je ne vais pas lui faire visiter 50 maisons pour rien, faire du tourisme, etc. Je suis là pour gagner de l'argent, je suis là pour investir, je suis là pour développer un parc immobilier, faire des projets. Et toi, c'est la même chose. Toi, tu es là pour vendre des propriétés, construire des partenariats et puis par la suite aider et accompagner dans la construction de parcs immobiliers. Donc, nos deux ambitions, entre guillemets, allaient dans le même sens. 100%. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je savais que déjà que de base, là-dessus, on allait être alignés. Puis encore une fois, je voyais tes contenus, etc. Je disais, OK, le gars, il s'y connaît, tu vois. Et d'ailleurs, blague à part, je me base tellement sur tes vidéos que toutes les personnes que j'ai contactées aussi, que ce soit les courtiers, les entrepreneurs, les notaires, etc., j'ai toujours construit mon écosystème par rapport à ce que toi, tu proposais. Donc, j'avais quand même une confiance, entre guillemets, dans ton contenu. Parce que tu voyais que l'écosystème, ça faisait du sens. C'était legit. Exact. Donc, j'avais construit même en me disant, OK, il est légitime dans ce qu'il fait. Il est en train de construire quelque chose de légitime. Et donc, il travaille avec des gens légitimes. Donc, s'il travaille, lui, avec ces gens-là, j'ai tout intérêt à aller bosser avec eux aussi. Oui, c'est sûr. Donc, par exemple, la banque, c'était vraiment une personne que tu avais déjà invitée. Anna Lorenzo, oui. Exactement, voilà, qui a fait vraiment un travail incroyable, tu vois, et que, encore une fois, j'étais totalement confiant parce que parallèlement à ça, j'avais déjà auparavant, avant de te contacter, vu avec certains banquiers, le niveau de suivi, le niveau de connaissance n'était pas aussi poussé, tu vois. Oui. Et donc, quand j'ai dit, avec Chris, ça marche, je vais essayer de voir ses contacts, notamment pour les banques, et que j'ai vu que Anna, c'était la même chose, en fait, il a créé son écosystème qui est aligné avec ses valeurs, ses compétences, sa volonté, tout ce genre de choses. Et donc, je me suis calqué en fait à ça. Je vais l'utiliser, ce système-là, cet écosystème-là, pour m'entourer de gens compétents comme lui. Wow, je l'avais même pas vu comme ça, mais effectivement, c'est littéralement ça. Parce que moi aussi, en tant que courtier, je trouvais ça dommage des fois, je référais des courtiers hypothécaires à des clients. Là, le client me rappelle 2 jours plus tard, « Hey, ton gars m'a jamais rappelé. » Ou tu réfères à quelqu'un, puis c'est comme, « Ah, mais... » Puis moi-même, dans le domaine de trouver des gens compétents à leur affaire, mais moi, je trouvais que j'avais de la misère. Exactement, mais c'est quand j'en trouvais, c'est là que, OK, là, je bâtissais une relation qui faisait en sorte que, justement, comme tu l'as dit, quand j'ai un client, je suis capable de lui fournir un service clé en main avec tous les autres experts qui viennent à chaque étape. C'est un avantage concurrentiel énorme en soi. C'est vrai. C'est un avantage concurrentiel énorme. Et l'avantage aussi qu'il y a, c'est que tu es passionné. Aussi. Tu vas toujours chercher la connaissance, tu vas toujours essayer d'apprendre, de découvrir, etc. Et tu te remets en question, je trouve, même dans tes vidéos, tu dis, j'ai 15 ans d'expérience, mais des fois, tu invites des gens, je vois notamment dans l'immobilier commercial, des courtiers, quoi que ce soit, tu n'as pas honte de dire, mais attends, tu fais comme ça? Ah, ok, oui. c'est ça? Ah, d'accord, ok. Et sinon, ton ratio, tu utilises comme ça, et combien faut-il de cash réellement? Tu avais vraiment des questions qui montrent que, bien sûr, tu as des choses à apprendre comme tout le monde encore. Tout à fait, oui. Mais là où tu te différencies des autres, c'est que tu l'assumes et tu as la volonté de faire mieux. Personne n'atteindra la perfection, mais le but, c'est entre guillemets d'avoir une démarche d'amélioration continue. Tout à fait, c'est vrai. Puis souvent, je connais la réponse, mais en même temps, ça vient valider parce que aussi, des fois, on a besoin de se faire rappeler plus qu'on a besoin d'apprendre des nouvelles choses. Parce que plus à un moment donné, puis c'est comme ça que tu vas le maîtriser, tu vas vraiment l'assimiler. Parce qu'à un moment donné, quand c'est 1, 2, 3 dans la même niche qui t'apprend quelque chose, là, après ça, OK. Là, après ça, tu vas le vivre sur le terrain. OK, ça fait du sens. Ou la personne avait dit ça, tu vas le vivre. OK, non, mais ça marche pas comme ça. Comme, admettons, le meilleur exemple, puis on en avait parlé avec Anna dans sa vidéo, mais c'est, admettons, d'utiliser sa marge de crédit comme mise de fonds. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Est-ce que c'est une stratégie qui est faite pour tout le monde? Aucunement. Tu sais, j'ai un client comme toi qui m'est venu, puis lui, c'est un très bon exemple. Lui, je pense 80 000 ou quasiment 100 000 en marge de crédit. Puis la première fois qu'on se parle, il me dit, Chris, je lui demande, est-ce que tu as une préautorisation? Il me dit oui. Il me dit, puis c'est quoi le montant? Il me dit, tu sais quoi, Chris, j'en ai 2. Parce que j'ai RBC qui me dit 400 000. Mais si je garde mes marges de crédit ouvertes, mais si je ferme mes marges de crédit, je peux aller jusqu'à 600 000.
Mais quand tu entends les vidéos qui disent que tu peux acheter avec tes marges de crédit, ça vient affecter tes ratios d'endettement. Les calculs se font différemment. Chaque situation, c'est vraiment individuel. C'est pour ça qu'on a des conseillers financiers de manière générale. Parce que le conseiller financier, il est là pour vraiment travailler avec toi quelque chose en fonction de tes projets, de ta situation. Ce qui s'applique à l'un n'est pas forcément à l'autre. Exact. Je vois notamment, tu avais invité Florian Moncam, qui te disait par exemple comment il faisait ses stratégies avec les cartes de crédit, etc. Mais tu sais, c'est applicable à Florian Moncam, son expertise, sa situation, ses liquidités, etc. Exact. Tu sais, faut se rappeler que les cartes de crédit, c'est 21% d'intérêt, tu vois. Exact. Tu sais, donc, lui, il est capable d'assurer ça. Il a les reins assez solides. Tu sais, c'est pas parce que lui, il fait ça que ça s'applique à vous. Et c'est un peu ça que je reproche de manière générale aux gens qui se lancent vraiment sans trop chercher plus loin. Ils viennent tous avec des clichés qui, entre guillemets, ils sont dans un biais où ils vont regarder que ce qui confirme ces clichés-là, pas vraiment ce qui infirme. Et donc, en fait, ils sont dans des clichés comme « Ah, on peut se lancer dans l'immobilier sans argent dans les poches. Ah, on peut acheter avec des cartes de crédit. » Oui, on peut. Mais réellement parlant, est-ce que ça s'applique à la personne? Exactement. Peut-être pas. Et il y a des choses, même, c'est très théorique des fois, et que dans la réalité, pas forcément ça va se confirmer. Du moins, pas sur cette acquisition-là. Exactement. Tu vois, donc chaque chose doit être étudiée. C'est pour ça qu'il faut avoir la connaissance de base et comprendre les mécanismes. Dès que tu comprends les mécanismes, tu peux tourner les mécanismes en fonction de la situation pour l'aligner sur le projet. Tout à fait. Tu vois, mais il n'y a rien de général. Tu vois, ce que j'ai fait pour ma première acquisition, je ne le ferai peut-être pas pour la deuxième. Tu vois, que ce soit pour le financement, que ce soit pour les travaux, tout ce genre de choses. C'est vraiment en fonction de ma situation à ce moment-là, qui ne sera plus la même pour ma deuxième acquisition. 100%. Le bien en lui-même, les travaux qu'il y avait, le financement qu'il y avait, les taux qu'il y avait, tu sais. L'expérience que tu as appris. L'expérience que j'ai pris entre-temps, tu sais. Donc, la situation à acquisition 1 n'est pas du tout la même qu'à acquisition 2, qui ne sera pas la même encore par la suite. Pour l'acquisition numéro 3, donc, je sais. On ne peut pas juste répliquer bêtement. Tout à fait, puis c'est tellement bien dit parce que je fais des webinaires justement, puis ça c'est une des choses que je fais comprendre aux gens, c'est qu'il n'y a aucune transaction qui va être pareille, puis c'est drôle parce que autant dans mon webinaire, je m'adresse à des nouveaux acheteurs qui vont faire leur première acquisition, mais aussi je m'adresse à des gens qui ont déjà peut-être une ou quelques propriétés. Mais la réalité, c'est que même la personne qui a déjà des propriétés, quand elle va faire sa nouvelle acquisition, c'est une autre situation, c'est une autre valeur nette, c'est peut-être plus gros ou peut-être un type d'actif différent. Fait qu'au final, à chaque fois que tu vas acheter, ça va être une nouvelle expérience, puis une nouvelle situation, puis une nouvelle stratégie. Exact, totalement. Puis juste pour nous dire, c'est quoi que tu as acheté? Pourquoi tu voulais ce type d'actif-là? Alors, on s'est mis sur la stratégie de partir sur un duplex. Oui. Un duplex, pourquoi? Parce que commencer sur, entre guillemets, quelque chose avec plusieurs unités permettrait premièrement de diversifier ses revenus parce que tu ne dépends pas d'un seul locataire. Mais aussi, en plus de ça, d'avoir une expérience plus intense dans la gestion de tes locataires. Tu as 2 locataires à gérer, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a eu à la fois cette chose-là, il y a eu à la fois aussi les plex, entre guillemets, c'est là où il y a le plus de création de valeur sur le parc immobilier canadien. On s'entend que généralement, tu vas acheter des condos, ils vont être tout finis, tout nickel, etc. Tu vas les payer à leur prix au maximum, j'ai envie de te dire. Donc, c'est là où il y a le plus de création de valeur à proprement parler. Et je me suis dit, il faut créer de la valeur, il faut commencer avec un parc. Il faut commencer avec un parc qui, entre guillemets, met une certaine légitimité pour la seconde acquisition. Parce que quand je cherchais pour la première, je pensais déjà à la deuxième, en fait. J'étais déjà en train de planifier la deuxième. Me dire, le banquier va me dire, voilà, l'expérience de gestion des locataires, l'expérience de création de valeur, l'expérience de travaux, de financement, de négociation, tu sais. Donc, je savais que ça allait être une expérience plus condensée, plus intense là-dedans, qui allait mieux me servir si elle est vraiment bien faite pour la deuxième acquisition. Tout à fait. Puis, tu habites où présentement? J'habite dans Montréal même. Où? Dans quel secteur? Rosemont, Petite-Patrie. Parfait. Pourquoi tu n'as pas voulu acheter ça? Non, pas pourquoi tu n'as pas voulu acheter, mais quand on s'est parlé lors de la consultation, j'ai aimé ton ouverture que tu n'étais pas limité à Montréal. Pourquoi? Exact. Je pense que, tu sais, entre guillemets, si tu vas là où tout le monde va, tu auras les résultats que tout le monde a. Tout à fait. Tu vois ce que je veux te dire? Et je pense que c'est sûr que quand tu es un institutionnel ou quelqu'un qui a 200 portes, tu peux aller plus facilement sur Montréal, aller dans des gros plex, faire des plus grosses créations de valeur. Mais on s'entend que Montréal, c'est une île qui ne peut pas s'étendre et que donc déjà les prix, ils ont vraiment explosé. Puis ça continue de s'exploser. Ça continue. Et c'est une ville qui est très demandée, qui le sera toujours, qui est une terre d'immigration. C'est là où tous les immigrants, on arrive, on finit tous à Montréal. Donc en fait, je savais très bien que la demande était très forte.
la volonté des autres investisseurs était très forte, les prix étaient très élevés. Mhm. Moi, je suis dans une stratégie de faire de la création de valeur et pas forcément d'être au top de mes taquets d'endettement dès le début. Aussi, ça, c'est un autre point que tu m'avais vois ce mentionné. Exact, parce que je voulais rester une certaine équité pour enchaîner sur la deuxième acquisition. Donc, je me suis dit déjà, je vais pouvoir avoir des prix au mètre carré plus bas, tout en restant comme dans quelque chose d'attractif. On s'entend que, tu sais, quand tu es à 1 heure de Montréal, on s'entend que, tu sais, tu es quand même dans le coin, tu sais. Ben oui. T'es pas perdu dans le Yukon, tu vois ce que je veux dire? Oui. donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les gens se focusent sur Montréal comme si c'était aux États-Unis qu'ils se focusaient sur New York. Mais tu sais, il y a autre chose que New York. Tu sais, il y a une banlieue autour, etc. Et je pense que, tu sais, quand tu vas dans des secteurs comme Sherbrooke, Sainte-Julie, Longueuil, Laval, Saint-Jérôme, tu sais, c'est des secteurs qui sont en plein développement eux aussi. Et en fait, les gens sont tellement attirés sur Montréal même qu'ils ne voient pas qu'ailleurs aussi il y a du développement. Je prends l'exemple de Saint-Jérôme, il y a le REM qui s'étend, etc. Tu sais. Mais le problème qu'il y a, c'est que les gens vont tous aller sur Montréal, alors qu'en fait, tu peux faire une création de valeur immense sur Saint-Jérôme, tu vois, ou d'autres zones encore. Il y a du potentiel partout, il y a des opportunités partout. Exactement. Et je pense qu'il ne faut pas se fermer en fait à un seul endroit. Merci. L'opportunité, elle se fait en fonction du bien, des vendeurs, du taux que tu auras, ta capacité d'endettement, des liquidités. C'est un dossier complet. Exactement. La situation du bâtiment, le type de locataire, est-ce qu'il y a des logements de vacants, est-ce que c'est des bons payeurs, l'état des lieux. Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux. Exact. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va partir. Est-ce que la ville t'autorise une construction, une transformation si tu en as besoin. Tu sais, c'est un ensemble de choses en fait. Merci. Et être focus sur Montréal, parce que ça fait bien de dire j'ai un appartement à Montréal ou j'ai un bien à Montréal. Tu sais, c'est un peu bête. Moi, je ne suis pas là pour avoir une belle vitrine. Je ne suis pas là pour paraître bien. Je suis un investisseur. Mon but en tant qu'investisseur, c'est gagner de l'argent. Donc, je m'en fous de savoir si ça fait bien ou non d'être à 1 heure de Montréal. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Je ne cherche pas le prestige de quoi que ce soit. J'ai mon objectif. Je me rappellerai toujours mon objectif. Je reste focus sur ces objectifs-là. Et je ne vais pas aller sur une voie de plus, être sur du paraître, etc. C'est pareil dans tout, dans l'investissement en énergie générale. Oui, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Oui. J'ai rien à prouver, j'ai pas besoin de convaincre des gens de quoi que ce soit. Ça fait peut-être pas bien de dire je suis à Sherbrooke, mais si moi j'ai un cash flow positif et que toi tu es à Montréal, mais tu as 1 000 $ à sortir tous les mois. C'est stupide là. Et que j'ai fait 50 000 $ à l'acquisition, j'ai envie de te dire. Voilà, alors ouais, ça fait moins bien, mais bon, je suis là pour gagner de l'argent, pas pour faire du spectacle. Exact. Tu vois. Fait on a visité quelques propriétés, ça s'est quand même fait rapidement parce que dans la période de recherche, l'analyse, parce que c'est sûr qu'on voit, tu sais, on s'échangeait des biens. C'est pas tout que je te disais. Oui, au contraire, on procédait par élimination. Non, ça fait pas de sens. Ça, les revenus, ça, la possibilité, non. Pour qu'on a ciblé quelques actifs, quelques biens, on est allé les visiter. Mais là, justement, pour quelqu'un qui part de France, quelqu'un qui arrive à Montréal, OK, déjà une ville qui connaît personne, qui n'a pas beaucoup de contacts, puis qui connaît pas vraiment les lieux, on a trouvé à l'Assomption. C'est l'Épiphanie. L'Épiphanie. Là, je t'amène dans un petit village. C'était quoi ton analyse par rapport à ce coin-là quand tu es rentré chez toi pour te dire « OK, tu sais quoi, Chris, let's go, on dépose une offre. » Exact. Ben, en fait, je ne vais pas, moi, sur place avec une appréhension quelconque. Okay. Je vais sur place, entre guillemets, ça fait plusieurs années que je me suis lancé dans l'investissement, tu sais, dans plusieurs types d'investissements. Et donc, j'ai appris, comme je t'ai dit, à mettre mes émotions de côté. Okay. Et donc, je ne parle pas avec mon cœur, je parle avec mon cerveau. Donc, j'étais toujours là dans une optique d'analyse. Donc, arrivé, en fait, là-bas, je n'étais pas en train de me dire « Ah, ça fait loin. Ah, ça fait pas bien. Tu sais. Ah, c'est pas une adresse prestigieuse. » Non. J'étais dans une optique d'analyse. Quel est le prix du mètre carré sur place? Quel est le prix sur cette opportunité-là? Tu vois, c'était vraiment très comptable, linéaire, analyse, calcul. Tu sais, genre un business case, j'ai envie de te dire. Donc, en fait, j'ai pas été avec une appréhension quelconque. C'est, comme je dis toujours, si demain, acheter des bouteilles d'eau me rendrait milliardaire, j'irais acheter des bouteilles d'eau comme tout le monde. Je jure. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'ai compris que c'était pas une propriété non plus que je pouvais y habiter. On s'entend que la première propriété, généralement, c'est jamais la propriété coup de cœur, tu sais. En plus. Voilà. Et puis, on s'entend aussi que quand tu es investisseur immobilier, le but, c'est pas d'acheter quelque chose qui te plaît. Quelque chose qui est propre, qui prend de la valeur, quelque chose qui est rentable, quelque chose qui dure dans le temps. C'est ça notre but en tant qu'investisseur. On n'est pas là pour faire du tourisme, pour avoir la belle maison à mettre sur Instagram, tu vois. Je savais que ce n'était pas une propriété dans laquelle je pouvais habiter. Mais c'est une propriété, par contre, dans laquelle je pouvais créer de la valeur. Dans laquelle on pouvait faire une bonne plus-value à l'achat. Une propriété qui avait déjà quand même pas mal de choses qui étaient neuves. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais les fenêtres étaient neuves. La salle de bain était refaite. Le drain français. Le drain français était neuf. Ouais. Il y avait
plein de choses qui étaient neuves en soi, tu sais. Et il y avait aussi des améliorations à faire. Ben tu oui. vois. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal quand même de valeurs déjà là présentes, mais qu'on pouvait en apporter encore plus. Ben oui, parce que quand on est arrivé, je me rappelle comme si c'était hier, il nous avait laissé la porte ouverte, fait qu'on arrive là, il y avait 2 gros chiens, en plus sans le propriétaire pour les arrêter, Exact. mais bon, mais ils étaient super gentils. Mais par la suite, effectivement, tu voyais qu'on était tombé sur un cas où est-ce que le propriétaire avait mis beaucoup d'argent sur sur la coquille du bâtiment, mais que l'intérieur, les planchers étaient usés, les murs étaient, tu sais, sans disrespect, mais les murs n'étaient pas super propres. Il y avait les travaux avaient commencé puis ils n'avaient pas terminé. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as quand même vu ce potentiel-là, puis quel autre potentiel que tu as vu dans cet actif-là? Exact. Je suis arrivé dans un but où je me suis dit, il faut se projeter. Tu arrives là, le tapis qui est là, les poils de chien partout, les chiens qui sont là, des choses qui pouvaient être renversées ou quoi. On s'entend, tu vas l'acheter, ça sera plus là. Aussi. Donc j'étais là à me dire, focus-toi sur l'essentiel. Les murs, est-ce qu'ils sont en bon état? Oui, un coup de peinture, parce que c'est sale, mais c'est en bon état. Est-ce que ça c'est aux normes? Est-ce que la plomberie est OK? Est-ce que la bâtisse a une fissure? Est-ce que les fenêtres c'est OK? Donc en fait, tu te rassures au fur et à mesure en disant, mais le reste, c'est entre guillemets un coup de balai et ça s'enlève. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc en fait, j'ai compris de suite que la base était saine, qu'il y avait possibilité de créer de la valeur par la suite, notamment en faisant quelques changements. Et donc, je me suis dit, c'est là où je me suis dit, j'ai eu un œil d'investisseur à me dire, OK, on peut aller de l'avant. Formellement, je n'y habiterai jamais, on est d'accord. Pour moi, non, que ce soit pour la localisation, pour la taille, pour plein de choses. OK, on a tous nos critères propres à pouvoir en parler. Mais en tant qu'investisseur, les bases étaient saines. On pouvait s'intéresser à aller de l'avant. Tu vois, c'était vraiment ça le truc. Puis qu'est-ce qu'il y avait de plus, là? Il y avait aussi quelque chose qu'on était même surpris, parce que je veux que toi tu le dises, là, mais qu'est-ce qu'il y avait à côté sur le terrain qui rendait encore plus l'acquisition attrayante? Exact. Je me suis rendu compte, en plus on avait fait d'autres visites en même temps, et quand on arrive là et qu'on voit le prix, tu dis déjà, à prix égal, la propriété, il n'y a pas autant de travaux, parce qu'il y avait des propriétés à 40-50 000 $ de moins, il fallait rajouter un 200 000 de travaux. Facile. Tu vois. Et là, on n'avait déjà pas ce souci-là. Mais je me dis, on a un grand terrain à côté qui est constructible. En plus. Mais un terrain où tu peux bâtir un autre duplex. En plus. Tu vois. Donc je me dis déjà, rien que la valeur du terrain est de plusieurs dizaines de milliers de dollars de base. En plus. Il y avait un garage aussi. Un gros garage, mais là. c'est ça, c'est plus une grange qu'un garage. Parce que un truck qui rentrait dedans. Moi, quand je faisais visiter à mes locataires, ils me disaient « Ah, c'est bien, moi je visite parce qu'en fait, j'ai un truc qui peut se garer là. Moi, j'ai ma compagnie, tu vois, avec des rangements, etc. » Mais le garage n'était pas super wow non plus, là. Je veux dire, le garage, non. On dirait une grange, là. Exact, c'est ça, exact. Mais tu sais, c'était quand même de la valeur. 100%. Le terrain de base, peu importe ce que tu en fais, ça a une valeur. Tu vois, ton garage de même. Et tu te dis, j'ai pratiquement toutes les rénovations, entre guillemets, les plus essentielles qui sont faites, tu vois, et je peux apporter ma valeur. Donc, je pouvais créer la valeur tout en ayant déjà un prix d'acquisition qui, entre nous, était quand même très bon par rapport au marché, tout en ayant, en plus de ça, le terrain qui se joint avec. Je me dis, tu sais, même cette propriété-là que j'ai achetée à l'heure actuelle, on peut encore développer d'autres choses sur cette propriété-là. Le terrain est assez grand pour construire un duplex. En plus. Tu vois. Donc, ouais, c'était vraiment, je pense, qu'il y avait plein de choses qui s'alignaient. Les bases étaient saines. On avait le financement, le prix au mètre carré n'était pas du tout dispendieux comparé à ce qu'on a pu voir auparavant. Tout à fait. On avait du terrain, on pouvait créer de la valeur. On avait un appartement qui était vide, une locataire que le propriétaire actuel augmentait le loyer. Augmentait le loyer de manière assez conséquente quand même, de plus de 200 $. En plus, c'était vraiment une très bonne locataire, il faut le dire quand même. Donc, tu sais, tous les voyants étaient ouverts. En plus, puis tout ça, une acquisition en plein été, printemps 2025. Ouais. Mais là, en plus de ça, une fois que tu es devenu propriétaire, après les travaux, là, c'est quoi ta situation? Est-ce que tu es cash flow négatif? Est-ce que tu regrettes ton acquisition? Est-ce que ça a été un calvaire? Parce que même là aussi, il y avait des travaux à faire. Tu connais pas, t'es pas habile du marteau, mais là, exactement. C'est quoi ta situation une fois que tu es devenu propriétaire à aujourd'hui? Je suis devenu propriétaire et tu te dis, bon, maintenant, on rentre dans le dur. Exact. Là, on se retrousse les manches. Exact. C'est genre, entre guillemets, le plus simple a été fait. Exact. Voilà. Et on s'entend, je ne suis pas du tout manuel. Je travaille dans un bureau, je ne sais pas planter un clou dans un mur, tu vois. Ouais. Voilà, donc, tu pars from scratch. Mais j'ai dit, encore une fois, je me suis appuyé sur mes compétences que j'avais
en dehors, qui me sert aussi dans mon travail, dans ma vie quotidienne, je suis un très bon gestionnaire. OK. Et donc, je me suis dit, OK, je vais m'entourer de ces professionnels, comme j'ai fait avec toi en m'entourant. Mhm. Je dis, je vais m'entourer de professionnels dans la construction, de professionnels, c'est dans ce qu'il faut pour vraiment mettre à bien ce projet-là. Mhm. Et donc, je me suis dit, OK, maintenant, il n'y a plus qu'à. On a lancé les travaux, que ce soit les travaux d'extérieur. On s'entend que les travaux, tu sais, pour une propriété en location, tu vas pas faire, tu sais, tu vas pas mettre du marbre blanc d'Italie Non, partout, etc. Vraiment pas. Il faut que ce soit propre, que ça dure dans le temps, Mhm. que ce soit un minima esthétique. Mhm. That's it, tu vois. C'est aux normes, etc., tu vois. Donc, je savais déjà ce que je voulais. Je Mhm. savais déjà sur qui m'appuyer. Il y a eu vraiment plus un challenge sur les disponibilités parce que, tu sais, c'était vraiment la période où, dans la construction. Ça allait très, très fort. Mais à aucun moment, je n'étais inquiet. Je me disais toujours, si je fais ce que j'ai à faire, de bien gérer, bien faire le paiement des entrepreneurs, bien céduler le tout, etc., Mhm. ça va bien se passer. Tu sais, il y a pas de magie, tu sais, j'ai envie de te dire. Hein. Quoi que tu fasses, il n'y a pas de magie. Comme une recette de cuisine. Tout Si à tu fait. suis la recette, excuse-moi, il y a très très peu de chances que tu te plantes, tu vois. Et puis, les travaux ont été finis, on a mis en location. Mhm. J'ai cherché des bons locataires, j'ai vraiment trouvé des très très bons locataires. Et encore une fois, en suivant les bonnes méthodes, bah, tu sais, je me suis retrouvé à la fin quand même avec un cash flow positif de plus de $350 Boum, sur ma première acquisition. ta toute première Tu vois. acquisition. Mais en fait, tout ça parce que j'ai suivi simplement une méthode. Je n'ai pas réinventé la roue, comme tu as dit. Mhm. Tu sais, je ne suis pas le plus intelligent de la planète, tu vois. Mais j'ai eu de la discipline, Mhm. tu vois. J'ai eu un objectif que je dis je lâche pas. Et Mhm. c'est pas parce qu'il y a un contretemps qu'en cours de route, tu vas tout lâcher. Et puis voilà, et puis step by step, un pas devant l'autre, on a appris à marcher, on est tombé, on a fait un pas, 2 pas, 3 pas, puis après on a appris à courir, tu vois. Bah, c'était la même chose, tu vois. Petit à petit, ça s'est fait. Donc Mhm. au début, c'était la recherche, puis après, c'était la négociation, Mhm. puis après, c'était passage chez le notaire, tu sais. Ah, Step puis- by step, et puis on arrive quand même à faire quelque chose de cash flow positif pour une première transaction. Il faut prendre un petit 2 minutes pour expliquer aussi que ça n'a pas été tant facile que ça. Parce que je trouve que t'as passé dessus rapidement parce que tu t'es dit, oui, tu es devenu propriétaire, tu t'es retouché les manches. Mais petite anecdote, le propriétaire nous avait promis qu'il allait faire le ménage, qu'il allait laisser la place propre, parce qu'il y avait plein de choses, plein de matériaux, parce que le propriétaire, c'est comme si il faisait des travaux, il y avait un plan, un objectif avec la propriété, mais au final, c'est comme il y a manqué de sous, manqué de temps, fait qu'il y avait plein de matériaux, du surplus de matériel qui était là, des travaux non finis. Mais quand t'as réduit, puis il nous avait dit que justement, il a laissé la place clean, qu'il allait ramasser, blablabla. Mais toi, je me rappelle, on s'est parlé une fois que t'as eu les clés, puis t'es allé voir la place. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, disons que le rangement était, on va dire, à peu près fait, mais tu sais, il restait des choses dans la propriété qu'il fallait évacuer. Ben oui. Puis tu m'as dit c'était... Il y avait beaucoup de ménage, il y avait des choses encore accrochées au mur. Et donc j'étais là à me dire, mon Dieu, tu sais, genre, ça commence ces histoires. Exact. Donc tu sais, je me suis mis à décrocher ce qu'il y avait au À mur, faire du venir à la ménage, poubelle, là. faire du ménage, sortir un meuble qui est resté là. Tout seul en plus. Exact, tu sais, donc j'étais là, tu sais, entre guillemets, main dans le cambouis, parce que je me suis dit, de toute façon, tu sais, les entrepreneurs, ils arrivent, ils vont pas pouvoir travailler là comme ça, tu vois. Donc tu sais, il fallait quand même que je dégage des choses à minima, quoi, tu sais, certains déchets, des poubelles qui devaient rester, une espèce de meuble en bois qu'il y avait, des choses scrapées dans les murs, tu sais, le peintre, il devait passer derrière, Mhm. s'il y avait des choses collées au mur, etc., tu sais, genre. Voilà, donc c'est sûr que ça a été, c'est entre guillemets, un imprévu. Mais encore une fois, dans cette situation imprévue, je me suis dit, ok, c'est un imprévu, mais tu as la solution. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, comme on dit chez moi en France, pour ça. Donc je me suis dit, ok, je vais gérer. Tu vois, c'est dommage, ça va prendre du temps, mais c'est quelque chose qui se fait. Mm. Je ne perds pas mon objectif en vue, quoi. Voilà. Tout à fait. Puis, tu sais, la réalité, là, si je peux être franc avec toi, tu vas grossir un parc immobilier. Pour tout le monde qui nous écoute, vous allez vous bâtir un parc immobilier, avoir plusieurs appartements, mais en plus, au Québec, on a la crise de déménagement pour le 30 juin, 1er juillet. Ah ouais. Dites-vous, qu'est-ce que tu as vécu, là, de justement d'arriver, puis tu pensais que la place allait être clean, puis que non, il fallait que tu fasses le ménage de Exact. quelqu'un d'autre, c'est même pas chez toi. Exact. Puis là, c'était même pas prévu, mais en tant que propriétaire d'immeuble, c'est quelque chose que vous allez devoir faire face. Le nombre d'histoires, le nombre de propriétaires, même moi d'ailleurs, je me rappelle, j'avais loué un appartement à un jeune homme, je l'avais loué pour une courte durée.
la journée qu'il fallait qu'il me livre l'appartement, c'était tellement dégoûtant en 1 an, là, en 12 mois, je pense 11 mois. C'était tellement dégoûtant la manière qu'il avait laissé l'appartement, mais puis j'ai pas eu le choix d'aller faire le ménage. Fait que c'est une réalité que, en tant que propriétaire, j'ai aimé comment tu l'as dit. La partie facile est faite quand on est en mode acquisition, recherche, analyse, puis là on trouve. Ça reste dans la théorie. Exact. Voilà. Mais quand tu deviens propriétaire, c'est là que le vrai travail commence. Exact. Puis c'est là que c'est le test aussi, parce qu'il y a du monde comme toi qui aurait été en mode panique, puis comme, dans quoi je me suis embarqué, j'ai fait une catastrophe, c'est pas fait pour moi, blablabla. Mais tu l'as quand même pris avec un bon mindset. Puis tu sais, c'est là aussi que tu apprends plus, tu sais, c'est dans le dur que tu apprends réellement. Et malgré que tu fasses des erreurs un peu stupides, c'est une petite anecdote, j'avais oublié de faire le changement de Hydro-Québec. Ah, ok, explique. Donc du coup, l'électricité se coupe. Pendant que tu es allé visiter Non, c'était plus tard, c'était un soir. Puis j'ai ma deuxième locataire qui m'appelle. Explique. J'ai pas d'eau chaude. Comme ça, t'as pas d'eau chaude, le ballon, il est neuf. Mais ouais, mais c'est sûr. Donc, elle était sur place et elle avait les clés. Elle a regardé ça dans l'appartement. Elle m'a dit, mais il n'y a pas de courant, en fait. Parce qu'elle avait son propre abonnement électrique. Wow. Les courants, elle avait. Elle m'a dit, il n'y a pas de courant. Et j'ai dit, elle a se retrouver sans eau chaude. Ça va que c'était l'été. Donc, j'ai vite appelé Hydro-Québec. J'ai fait le changement, tu sais. Puis j'ai dit juste, est-ce que tu peux faire un saut au sous-sol, voir, parce qu'il y avait la sump pompe au sous-sol. Oh! Donc, si la sump pompe ne fonctionne pas, heureusement, il y a toujours... pas de courant, oui. Exact. Donc, à tout moment, tu finis sur une inondation en bas au sous-sol et tout. Machin. Wow! Donc, c'est le début de quelque chose. Exactement. Mais c'est dans le dur que tu apprends. Tu dois vite réagir, aller appeler Hydro-Québec, vite remettre, etc. Bien communiquer avec la locataire, parce que ta locataire, c'est aussi ta cliente, entre guillemets. Exact. Donc, c'était quelque chose de pas normal pour elle et elle avait raison. Donc, c'est vraiment là-dessus que tu apprends que je sais que cette erreur, je la ferai pas une autre fois. Quoi. Tout à fait. Puis là, c'est quoi tes prochains projets? Parce que tu l'as dit tantôt, quand tu achetais, tu avais déjà en vue ta deuxième acquisition, ta prochaine acquisition. Mais là, ce serait quoi tes projets futurs? Comment tu vois tes futures acquisitions? Là, le but, pour moi, c'est d'ici l'année prochaine, moi, je me suis mis comme objectif de faire une acquisition par an. OK. D'ici l'année prochaine, avoir une autre acquisition, peut-être repartir sur un autre duplex là-dessus. OK. Et vraiment, continuer à prendre de l'expérience d'acquisition, de l'expérience de locataire, une expérience de manière globale. Tu veux pas aller 3, 4, 6 logements? Pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Je suis ouvert, mais je me dis, au vu peut-être de mes ratios d'endettement, peut-être de la liquidité que j'aurais besoin, etc., des projets que j'ai en dehors, potentiellement repartir sur un autre duplex. Mais encore une fois, tout dépend de l'opportunité, tout ce genre de choses. Je comprends. Ça peut aller encore autrement. Mais c'est sûr de repartir sur une acquisition. Et à terme, moi, le but, ça serait vraiment de me lancer vraiment dans le multilogement, le commercial. OK. Voilà. Mais là, je me dis, voilà, j'ai sécurisé la première transaction, tout roule, tout est sous les rails, etc. Je fais, on va dire, entre guillemets, de la conduite de propriété. Et maintenant, le but, c'est vraiment de préparer la seconde acquisition. Donc, commencer à rechercher du financement, commencer à mettre de côté pour avoir des liquidités, pour payer les notaires, les travaux, les mises de fonds, etc. Tu vois. Commencer vraiment à avoir le secteur, à avoir l'entourage, le courtier hypothécaire, commencer à vraiment s'intéresser. J'adore que tu viens de le dire, ça vient de toi, mais petite anecdote pour les gens, c'est que même moi, j'ai été surpris parce qu'on a passé chez le notaire dans le mois de mai, si je ne me trompe pas. Ouais. Le 8 mai, on a passé chez le notaire. Tu as eu les clés fin mai, etc. Mais fin juillet, je me rappelle bien, fin juillet, tu me renvoies un message. « Hey Chris, j'aimerais ça prendre une autre consultation avec toi pour préparer la deuxième acquisition. » J'étais comme, crime, tu viens d'avoir les clés. Puis c'est là qu'on s'est parlé, tu m'as expliqué que je suis déjà cash flow positif, l'immeuble est stabilisé, tout se passe bien. Fait que c'est quoi que je dois mettre en place pour la prochaine. Exact. Fait que j'adore comment je pourrais dire, ta rigueur par rapport à tes projets, comment que justement, là, tu vois, tu le dis, mais je viens réenchérir pour dire que c'est vraiment vrai, comment que toi, tu passes à l'action puis que tu exécutes pour tes objectifs se réalisent. Exact, parce que tu sais, comme je t'ai dit, même quand je faisais les visites de la première acquisition, j'étais déjà en train de penser à la seconde, en me disant, il faut que je fasse ça sur la première pour que sur la seconde, j'ai assez d'équité pour réemprunter, j'ai assez de ça pour faire ça, tu vois. Donc, j'ai toujours été je vois plus loin. Parce que moi, in fine, c'est pas mon objectif final d'avoir une propriété, tu vois. Je comprends. Donc, tu peux pas, on va dire, entre guillemets, gérer ta première acquisition comme si c'était juste ta finalité. Tout à fait. Tu veux construire un parc. Tu es obligé de penser à l'après.
t'as pas le choix. Exact. Puis, dernière question, comment tu vois le partenariat? Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que là, aussi, pour mettre les gens en perspective, tu as 26 ans, tu es seul, pas d'enfant, pas de conjointe, pas de parents avec qui tu achètes. Non. Ouais. Fait que toi, dans le fond, si tu vas dans du plus gros, le partenariat, ça va être une de tes options que tu n'as comme pas le choix, là, qui est incontournable. Exactement. Je pense que vraiment, tu sais, quand tu arrives à certains ratios d'endettement, que tu arrives à, tu sais, même sur des projets assez importants où il faut vraiment sortir la liquidité, Mm-hmm. où tu sais, il y a vraiment beaucoup plus de gestion. Il faut même des fois avoir une expertise, des fois que tu n'as pas forcément. Tu sais, quand tu as fait 2 ou 3 acquisitions, tu ne peux pas prétendre avoir autant d'expertise que certains qui ont plusieurs centaines de portes. Exactement. Tu sais, donc, je pense que le partenariat, c'est une bonne chose pour vraiment utiliser les forces de chacun pour un but commun. Mm-hmm. Tu vois, il y a des gens qui sont très manuels, il y a des gens qui ont des finances, il y a des gens qui sont très bons dans la prospection, il y a des gens qui sont très bons dans l'optimisation, Mm-hmm. et d'autres encore dans tout ce qui est, je peux dire, l'imopreneur. Tu sais, ça va être tout ce qui va être les entreprises, faire passer des biens immobiliers sous des entreprises, Mm-hmm. refaire des financements, des roulements de fiscalité, tu sais, tout ce genre de choses. Chacun a des compétences diverses, et je pense que justement, quand tu arrives à certaines tailles d'acquisition, certaines tailles de projet, tu sais, tu peux pas tout gérer par toi-même. Exact. Et tu sais, quand même tu le peux, tu auras toujours quelqu'un qui va mieux faire cette chose-là que toi. En plus. Et je pense que tu auras beaucoup plus de valeur à te focuser sur ce que tu es bon. Quand même tu serais capable de faire ça, mais lui, il a son expertise et il le fera mieux que toi. Mm-hmm. Et toi, tu feras mieux que lui ce côté-là. Et en fait, vous prendrez les deux bons côtés pour vraiment arriver tout en haut de ce projet-là. Versus, même si tu peux le faire par toi-même, ça va peut-être prendre plus de temps, plus de liquidité, tu vas faire plus de soucis aussi. Tu sais, tu vas peut-être pas... Ce que tu maîtrises le moins, tu vas pas le faire aussi bien que ton partenaire si ça en était occupé. Mm-hmm. Donc, tu sais, je pense que c'est vraiment un accélérateur de se lancer dans un partenariat. 100%. Puis là, OK, deux dernières questions, puis je te laisse partir. Ouais. Mais comment tu vois ça pour un jeune homme comme toi de 26 ans? Quand est-ce que tu vas avoir 27? En septembre, OK, ben le mois prochain. le mois prochain. Nice, félicite, bonne fête à l'avance. Merci. Fait que pour un jeune homme de 27 ans, parce que ta prochaine acquisition, tu vas Ouais. avoir 27 ans, mais pour un jeune homme de 27 ans qui débute en immobilier, tu es ouvert au partenariat, j'adore. Comment tu vois ça? Est-ce que tu as du monde dans ton entourage qui serait prêt à embarquer, qui serait peut-être des premiers partenaires potentiels? Est-ce que les gens dans ton entourage partagent la même vision, mission dans l'immobilier? Ou quand tu leur parles, c'est... On est amis, mais côté investissement, on n'est pas sur la même planète. Exact. C'est souvent les gens qui sont comme moi dans une bulle d'investissement, comment dire, de liberté financière, tout ce genre de choses. On est toujours au sein d'un écosystème, d'un entourage où on est un peu incompris de cet entourage-là. Tout à fait. Que ce soit de notre famille, de nos amis, etc. Tu vois. C'est vrai. Donc, tu sais, nos amis, moi, la plupart de mes amis, ils vont en voyage, ils sortent, ils vont au bar, etc. Machin. Moi, j'achète des immeubles, j'achète des actions en bourse, tu vois ce que je veux dire. Donc, et donc, c'est vraiment ça, en fait, que le partenariat, pour moi, si ça peut se faire au sein de ton entourage, c'est tant mieux, tu as tout à y gagner, même s'il faut faire attention, c'est entre guillemets... Aussi. On ne mélange pas tout le temps les amis. Exact, voilà, Ouais. c'est à double tranchant. Mais moi, je n'ai pas, par exemple, d'entourage comme ça, parce que, encore une fois, je suis un peu un extraterrestre pour mon entourage, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Et ce en quoi je mets mon temps et mon argent, Mhm. c'est absolument pas ce de quoi mon entourage le fait. OK. Donc, en fait, je suis un peu incompris. Donc, tu sais, si demain je tape à leur porte et je dis, hey, t'aurais 50 000 $ pour acheter un immeuble, ils appellent le 911, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je sais très bien que moi, quand je me lancerai dans le partenariat, ça serait un écosystème que je devrais me construire en dehors de mon entourage personnel. Parce que dans mon entourage personnel, et c'est le cas de Beaucoup de personnes, même moi d'ailleurs, mes amis proches, famille Exact. proche, on ne partage pas la même vision par rapport à Exact. l'immobilier. Exact, tu sais, c'est vraiment dans les films où tu as vraiment 10 personnes et 10 font la même chose, sont dans la même vision, etc. Exact. Et en plus ça, ils sont amis, tu sais. Ouais. C'est très très rare dans la C'est réalité. très, très rare, là. Exact. Donc en fait, je sais déjà que moi, je suis en situation où je vais devoir me construire un réseau, me construire un entourage, me construire un champ de compétences supplémentaires, tout en m'appuyant sur les compétences des autres. Tout à fait. Donc, je sais déjà ce genre de J'adore. choses. Ouais. Dernière question. Ouais. Ce serait quoi 3 conseils pour les gens qui nous écoutent, qui sont comme toi, un petit peu le même parcours, qui sont nouvel arrivants ou que peu importe leur situation, ils n'ont pas beaucoup de moyens, peu importe leur âge, mais ce serait quoi 3 conseils pour que les gens puissent se lancer puis réaliser leur objectif?
Alors, je vais te donner 3 conseils, ils ne sont pas forcément dans le bon ordre, et puis ça peut même être, je pense, applicable sur autre chose que l'immobilier en elle-même, mais la première déjà, c'est mettre son ego de côté. Je pense que le plus gros ennemi de l'être humain, c'est son ego. Pourquoi tu dis ça? Par ego, tu sais, on ne veut pas faire certains jobs assez ingrats. Hmm. Par ego, je vais donner un exemple simple, tu vois, tu es à l'école, ton professeur fait classe, des fois tu es là et tu ne comprends pas un mot de ce qu'il se dit, tu vois, et tu ne vas pas lever la main. Parce que par ego, tu sais, tu veux pas être celui qui est, on va dire, ah, il a pas compris, il est bête. Ah, il ralentit tout le monde. Tu sais. Alors que s'il faut, en posant une question, tu sauves toute la classe. En plus. Tu vois. Mais tu sais, par ego, on n'ose pas dire je sais pas. Tu vois, par ego, il y en a beaucoup des gens qui ils vont croiser Bill Gates demain. Par ego, ils vont pas lui demander un conseil. Tu vois. Parce que ça va trop flatter son ego à lui. Et puis ça voudrait dire que moi, je sais pas, que je suis ignorant. Tu sais, il faut mettre son ego de côté. Pas avoir peur de dire je sais pas. Pas avoir peur de dire montre-moi. Ou tu sais, tu connais mieux que moi. Tu sais. J'ai fait, sur la première acquisition, tu sais, j'étais avec Jean-Claude, qui faisait... l'inspecteur en bâtiment. Qui faisait l'inspecteur en bâtiment. Je posais des questions, mais en même temps, je travaille pas dans le bâtiment, tu vois. Ben oui, puis c'est tout à fait légitime. Exact, mais j'apprends, tu sais. C'est pas en faisant le savant que j'aurais appris quoi que ce soit. Exact. Ça, machin, etc., tu vois. Tout ça par ego, tu sais, pour paraître bien, pour pas déranger. Pour pas déranger, pour pas, tu sais, donc c'est l'ego, tu sais, voilà, ou par ego même, on ne s'instruit pas, c'est aussi ça, les gens, la plupart du temps. C'est vrai. Par ego, c'est j'ai vu 2 vidéos YouTube, je me lance dans l'immobilier ou je me lance dans l'entrepreneuriat. Si c'était que ça, tu sais, il y aurait beaucoup plus d'entrepreneurs à succès, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Donc c'est toujours par ego. Par ego, on ne veut pas aller s'instruire, on ne veut pas aller chercher l'information, on ne veut pas demander, on ne veut pas admettre certaines choses, tu vois. Donc je pense que l'ego, déjà, c'est le pire ennemi. La deuxième des choses, ça serait passer à l'action. Mais passer à l'action intelligemment. C'est pas foncer tête baissée dans un mur. Okay. Quand tu as un projet, que ce soit dans l'immobilier ou dans autre, c'est OK, planifie ton projet. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi le but? OK, quelles sont les étapes? Ça et ça. Qu'est-ce que j'ai besoin? Avec qui? Pourquoi? Quand? Comment? En quel temps? Tu vois, c'est vraiment... Et step by step, tu vas un pied après l'autre. Tu vois, c'est vraiment un processus, en fait. Super. Il faut pas non plus trop stagner, mais pas non plus aller trop vite. Tout à fait. Tu vas te brûler les ailes. Juste. Puis c'est pour ça que j'ai aimé que tu me dises que même ta deuxième acquisition, oui, tu es ouvert à aller dans du plus gros si l'opportunité est là, mais par contre, tu es quand même prête à juste répéter le même processus, une recette gagnante qui fonctionne. Exact, voilà, c'est ça. Et donc, je pense que vraiment, il faut passer à l'action de manière intelligente, pas brûler les étapes. Voilà, c'est vraiment ça. Puis la troisième des choses, c'est assez général, mais puis je pense que c'est aussi parce que moi, je suis français, mais rêvez grand et ayez l'ambition. Parce que moi, dans mon pays dans lequel je viens, c'est mal d'être ambitieux, c'est mal d'être riche, c'est mal de rêver grand. Quand j'étais petit, j'étais à l'école, par exemple, on pouvait se moquer pour des projets que je disais, moi, plus tard, je veux être ça, moi, plus tard, je veux être ça. Et on me répondait toujours, que ce soit les professeurs ou quoi que ce soit, n'importe qui. La famille même. Même la famille, c'est pas pour toi. T'es pas assez ça, t'es trop ça. Pour vrai. Et voilà. Et c'est même pas par méchanceté ou pour... Exact. Tu sais, dans ton entourage... Certains, c'est tes parents, ils t'aiment, ils veulent pas que tu prennes de risques, tu vois, et donc ils veulent te protéger. D'autres, ça va être, ils sont jaloux de toi. D'autres, ça va être, tout simplement, ils ont un mauvais fond, et ils veulent exprimer leur mauvais fond. D'autres, ça va être qu'ils te sous-estiment. Mais de manière générale, on va toujours te dire que c'est pas pour toi, c'est pas ci, c'est pas ça, tu sais, de manière générale. Et en fait, je veux dire, ne laissez pas les gens vous interdire de rêver. C'est jamais, si j'avais écouté les autres, je serais au Canada, j'aurais acheté de l'immobilier, j'aurais évolué comme ça dans ma carrière professionnelle, c'est dans mon parcours d'investisseur, etc. Jamais, moi, de base, le nombre de fois où on m'a dit c'est pas pour toi, c'est trop dur, tu y arriveras pas, j'ai toujours dévié toutes les statistiques. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est vraiment ça. Ne vous interdisez pas de rêver. Si vous rêvez d'être président, c'est pas un gros mot de dire je veux être président. Tu vois? Et si Donald Trump l'a fait, là... Exact. Oh my gosh. Ne confondez pas rêve et ambition, c'est ce que je dis toujours. Parce que rêve, c'est de dire, je veux être riche. Tu vois? Une ambition, c'est quand tu as ce rêve d'être riche, mais tu mets les moyens pour atteindre ce rêve. Tu vois? C'est pour ça que je fais toujours la différence entre rêve et ambition. Je comprends. J'aime ça. Donc, ne vous interdisez rien de tout ça. Et pour conclure là-dessus, on a dit à Barack Obama qu'il était trop noir pour faire la politique. Et à Eminem, on lui a dit qu'il était trop blanc pour faire du rap. L'un est devenu président des États-Unis, l'autre est devenu le plus grand rappeur de tous les temps. Tu vois? Donc, très belle analogie. Ne laissez pas les gens vraiment vous dire ce qui est mieux pour vous. Boom, drop the mic, j'adore.
Et parce que en passant, t'es pas un influenceur, t'es pas Absolument un pas. gourou, Non. t'as pas une grosse présence Absolument en ligne. Où est-ce que tu permets aux gens que si jamais ils ont des questions, ils voudraient prendre un café avec toi pour voir s'ils pourraient développer un partenariat, des projets ou quoi que ce soit, ou même te présenter des opportunités. Est-ce que tu es ouvert à ce que les gens puissent te contacter, puis où? Exact. Tu sais, moi, j'ai pas de chaîne YouTube, de réseaux sociaux Exact. en général. Je suis très actif sur LinkedIn. LinkedIn, Donc, parfait. tu sais, les gens peuvent me contacter sur LinkedIn et puis je pense que ça s'affichera dans la description de ta vidéo. Exact. Puis, ou même par mail, voilà, auquel cas. Mais c'est vrai que non, je n'ai pas de réseaux sociaux à proprement parler d'un point de vue influenceur. Nice, super. Et Romain, belle continuité, continue. Merci à toi. Puis j'ai déjà hâte là, qu'on fasse la partie 2 sur ta Exactement. prochaine acquisition. Avec plaisir, ouais. All right. Ça va être Merci, man. intéressant. Merci. Yes. Comment vous avez trouvé le témoignage de Romain? Avouez qu'il est inspirant. Avouez qu'il est hyper discipliné, qu'il est axé sur ses objectifs. J'adore sa façon de faire. En plus, il a seulement 26 ans. Quand moi, j'ai acheté ma toute première acquisition, je pense que j'avais 28, 29. Je m'y connaissais pas. J'étais aucunement préparé. J'avais zéro connaissance et ça a été un flop. J'aurais voulu être entouré ou avoir un ami comme Romain. Donc, c'est une des raisons pourquoi que je fais ces vidéos-là, pour vous apporter pas juste les conseils, les trucs et astuces que je vous dis, la réalité de l'immobilier, mais de le voir selon la perception et la réalité de d'autres personnes qui ont passé à l'action, mais qui vivent la réalité de l'immobilier. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ça. Aussi, est-ce que vous aimez le format témoignage en podcast ou peut-être me retirer, le faire plus en format documentaire où est-ce qu'on a juste la personne, puis elle répond à des questions, elle explique sa situation sans que j'intervienne, mais plutôt vraiment comme un style de documentaire. Dites-moi lequel des deux vous aimeriez. De deux, j'ai une idée, j'aimerais avoir votre opinion. Vous êtes plusieurs, quand j'ai des consultations, quand je parle aux gens, que je réalise que beaucoup d'entre vous, des fois, il vous manque quelque chose que quelqu'un d'autre aurait et que ça pourrait venir vous compléter. Ma question pour vous, est-ce que vous seriez intéressé à ce que j'organise des événements réseautage ou est-ce que ça va vous donner l'opportunité de rencontrer soit des prospecteurs immobiliers qui pourraient vous discuter de deals immobiliers ou que vous pourriez leur proposer qu'est-ce que vous recherchez. Mais le plus important, ça va vous permettre de rencontrer d'autres personnes comme vous qui ont faim, qui ont la soif, qui ont le couteau entre les dents de l'immobilier, de se lancer, de faire des projets dans le but de créer du partenariat. Écrivez #partenariat pour me laisser savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes plusieurs qui seriez intéressés à venir vous déplacer. Ce serait des événements 5 à 7 avec activités axées sur le partenariat, sur rencontrer son futur partenaire ou proposer des deals où est-ce qu'on pourrait trouver des partenaires pour embarquer avec nous ou pour tout simplement pitcher des projets. Si on est quelqu'un qu'on est ouvert à être un partenaire passif, de venir pour peut-être rencontrer la personne qui aurait un projet où est-ce que vous pourriez investir votre argent. En tout cas, j'envoie ça dans l'univers, j'envoie ça dans les airs, je vous pose la question, est-ce que vous seriez intéressé? Dites-moi #partenariat dans les commentaires parce que aussi, j'ai fait 3 événements, le club privé, où est-ce que j'ai des investisseurs de haut niveau qui viennent nous décortiquer des projets. Je vais continuer parce que là, on sort de l'été 2025. Je ne sais pas quand cette vidéo-là va sortir, mais je compte continuer à faire ces événements-là. Alors, restez à l'affût. Vous voulez communiquer avec moi, avoir une consultation, être accompagné ou tout simplement regarder votre projet. Vous êtes intéressé à de l'investissement, peu importe les niveaux. Vous avez un deal, vous avez des opportunités, vous avez un bien, vous avez quelqu'un qui a un bien, qu'il est pris avec ce bien-là. Je recherche des opportunités. Vous seriez curieux ou intéressé à devenir un prospecteur immobilier parce que je me bâtis une équipe. Je me cherche des partenaires, je recherche des deals. Ayons une conversation ensemble. Cliquez le lien plus bas pour tout simplement qu'on puisse avoir une conversation ensemble pour voir comment je peux vous matcher ou qu'on puisse tout simplement discuter d'investissement immobilier, de qu'est-ce que je recherche, de qu'est-ce que je peux vous apporter, de comment je peux vous aider. Aussi simple que ça. Si vous avez aimé la vidéo aussi avec Romain, écrivez #partenariat pour que je sache que vous avez vraiment apprécié la vidéo avec Romain. Et si vous aimeriez avoir d'autres trucs, astuces et stratégies gagnantes, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.